Et la première table ronde a comme sujet la data, une alliée pour la gestion des risques. Et je présente William Violet des Omiwu, Jérôme Kiefer des Com et Martin Dumont du groupe Polylogis, Eric Bouvier du groupe La Française et Laurent Scobar des Real Data for Real Estate qui va modérer la table ronde et à qui je passe la parole. Écoutez, bonjour à tous. Donc, on va essayer d'être dynamique et concret. Donc, effectivement, je suis Laurent Escobar. Moi, donc, je- j'ai deux boîtes, Adéquation et Real Data. Et notre sujet, c'est la data platform, l'édition de solutions digitales, le conseil qui va avec. Et surtout ce sujet où il faut créer des passerelles et des points de rencontre entre les prestataires et les utilisateurs. Et je trouve que bah, c'est un peu la composition de la table ronde aujourd'hui qui nous permet de faire ça, puisqu'on a les deux camps, hein, donc, qui sont représentés. Et donc, on va essayer d'aborder le sujet sous trois angles. Et puis, les présentations se feront au moment de la première prise de parole, comme ça, on gagne du temps. Un angle où je pousserai chacun des utilisateurs à nous dire en quelques mots comment ils s'organisent autour du sujet de la donnée, à la fois côté utilisateur et côté prestataire. Un sujet donc, qui est véritablement plutôt sur la thématique du jour, sur l'analyse de risque, hein, c'est-à-dire comment finalement, c'est quel risque qu'on analyse et avec quelle data, hein, et puis les datas qu'on n'a pas aussi, parce que peut-être qu'on est frustré des fois, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et puis, il y a un sujet, alors ça fera la passerelle avec les tables de ronde d'après. Il y a un sujet IA, c'est-à-dire que il y a probablement un usage de l'IA particulier, hein, pour toute l'approche risque. Et ça, on en parlera aussi à la fois pour voir avec les utilisateurs quelles sont les attentes et où est-ce qu'on en est. Et côté prestataire, ce qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre scientifiquement à leur service. Donc c'est important que les gens se parlent parce que finalement, des fois, on ne se dit pas tout et il y a beaucoup plus, on en a beaucoup plus sur le pied déjà, hein, par rapport aux attentes et c'est cette découverte qui est intéressante. Donc, j'ai commencé par Eric. Donc, Eric, bon, ben, CDO, Chief Data Officer en anglais, hein, ça fait vachement bien, à la française. Donc, dis-nous en deux mots le contexte, la française et CDO à la française, et comment déjà vous avez un sujet d'organisation autour de la data, au moins pour les données internes, hein. Donc, on parlera de l'externe après. Oui, donc Éric Bouvier, donc je fais partie du groupe La Française. Le groupe La Française, c'est, le groupe d'asset management du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui veut dire qu'on a 2 métiers. On a un métier qui est d'aller trouver des investisseurs qui veulent bien nous confier leur argent et le 2e métier qui est d'investir cet argent, donc soit dans une partie, immobilière, soit dans des parties aussi qui sont des actions, des obligations et autres. Moi, je suis sur la partie immobilière, donc c'est ce qu'on appelle au sein du groupe La Française REM, Real Estate Management. Qu'est-ce que ça représente, la Française, REM? C'est 35 milliards d'euros sous gestion, ce qui veut dire, un peu plus de 1 900 immeubles, un peu plus de 6 000 locataires, essentiellement dans le secteur du bureau et du tertiaire. On a aussi une activité, résidentielle sur la partie SCPI, mais c'est essentiellement du bureau avec 90 en France et 10 en Europe. Quel est mon poste? Mon poste, c'est d'avoir toutes les données sur l'ensemble des actifs et l'ensemble des locataires dans nos outils internes. C'est de s'assurer, alors ce qu'on dit de façon très habituelle, que la donnée, elle est présente, elle est de qualité, elle est fraîche. C'est mon rôle avec mon équipe. Ces données peuvent être des données internes que nous collectons en interne lorsqu'on signe des baux, lorsqu'on achète des immeubles et autres. Mais de plus en plus, ce sont des données qui viennent de l'extérieur, soit par des partenaires, les property managers, les FME, par exemple, mais aussi d'autres outils spécialisés, collecte des données énergétiques, gestion des équipements. Et tout ça doit être centralisé dans nos outils pour donner accès à nos asset managers. Sachant qu'on est dans un groupe, bancaire, donc la donnée, la sécurité, ce sont des notions très importantes et on veut absolument que les données soient chez nous. Alors pas forcément avec le même niveau de détail, mais ça on en parlera tout à l'heure, que chez nos prestataires, mais en tout cas, elle doit être, chez nous. Je petit Petite précision typiquement sur l'organisation, je ne traite pas cette donnée. C'est-à-dire que moi je ne fais pas d'analyse, ce sont les équipes métiers qui exploitent cette donnée. Moi je suis là juste pour leur fournir la donnée et qu'elle soit de qualité.
Ouais, super, mais merci beaucoup Eric. Donc Martin Dumont, groupe Polylogie. Donc finalement quelque chose dans le groupe Polylogie, une particularité parce que vous êtes multimétier, donc ça c'est intéressant de nous en parler et que donc il y a des conséquences en matière de data dans votre organisation parce que il faut jouer avec la pluralité des métiers et des filiales, c'est ça? C'est ça, le groupe Polylogie, c'est un bailleur social qui couvre l'ensemble des métiers de l'immobilier, puisqu'on a une bonne dizaine de sociétés avec 4 entreprises sociales de l'habitat, avec une coopérative, avec des sociétés d'accession à la propriété et avec une activité aussi de syndic avec IMO de France, Île-de-France, où on gère près de 50 000 lots en activité syndic, donc complètement privé. Donc le groupe, dans son ensemble, fait à peu près 600 millions de chiffre d'affaires avec 1700 collaborateurs. Et donc moi, Martin Dumont, j'ai l'avantage d'avoir le titre de directeur de la transformation. Donc à part être une cible pour l'ensemble des collaborateurs, ce qui est déjà pas mal, ça me permet aussi d'être maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des systèmes d'information pour le groupe, d'avoir toute la responsabilité du système de management de la qualité et pour les bailleurs sociaux, la satisfaction client. Et puis, concernant la data, j'ai aussi le rôle de RGPD avec la Data Protection Owner et l'ensemble des petites lois qui nous permettent de faire ou pas faire des choses en informatique et en gestion de data. Voilà. Et donc, du coup, Martin, dans toute cette diversité, c'est quoi les grands domaines sur lesquels s'actionne la donnée dans le Alors, groupe Si on peut résumer en peut-être 3 tas. la data, en fait, pour nous, elle est primordiale. Sur la gestion de nos locataires, puisque en plus, non seulement de connaître leurs revenus, donc là, en termes de DPO, ça pose quelques soucis. On doit les quittancer, on en a près de 80 000 à quittancer chaque mois, avec des mouvements. Au niveau de la donnée technique, c'est aussi primordial parce que c'est notre propre patrimoine. J'enlève l'activité de syndic. Et là, on a un ensemble de patrimoine à maintenir, à opérer, à vendre, à construire, et en tout cas à maintenir sur la durée. Et donc la data est primordiale, que ça soit à l'intérieur des logements ou à l'extérieur des logements. Et puis, troisième donnée technique, ou données, c'est toute la gestion de la réclamation locataire, puisqu'avec 80 000 locataires, tous ont des petits problèmes et qu'il faut qu'on suive aussi l'ensemble de ces données. Donc ça fait 200 000 sollicitations par an à gérer et il y a des traitements aussi à faire derrière de façon importante. Et tout ça, finalement, fonctionne en silo ou il y a dans votre organisation l'utilité, la nécessité de l'interopérer pour en faire autre chose? Alors, la nécessité d'interopérer, pour moi, elle est réelle. Elle n'existait pas forcément. Depuis 4 ans, avec le directeur des systèmes d'information, on a essayé de définir 3 plateformes autour de ces 3 métiers, de définir les outils et de voir comment on peut les opérer. Alors, suivant les domaines, on est plus ou moins en avance. Et en tout cas, on tient le cap depuis 4 ans pour opérer ces 3 domaines de façon diverse et variée. C'est chaque fois des projets de longue haleine sur la data et obtenir une qualité de data qui permette de prendre des décisions. Ok. Je reviens 2 minutes sur Eric pour qu'on creuse un peu ce sujet de la donnée externe. Mais toi, sur le volet Data Factory, je crois, enfin, il y a dans ce que tu mets en place sur la donnée externe, il y a un premier service d'usage et puis on va dire une seconde dimension. Tu nous en as parlé brièvement dans les préparations et je trouvais que c'était particulier et que ça méritait explication. En résumé, on a 3 dimensions, en fait, dans nos datas. On a les datas qu'on possède en interne, qui sont dans nos outils, qu'il faut quand même surveiller, qu'il faut quand même élever, comme je le dis souvent à mes équipes, c'est-à-dire il faut les faire grandir, il faut qu'elles se complètent, il faut les vérifier. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est toutes les datas qui sont chez nos partenaires.
Sur nos 1900 immeubles, on ne les gère pas en direct, ce sont des property managers qui gèrent pour nous, qui eux-mêmes ont des FM, qui eux-mêmes ont des multitech. Les experts, ce n'est pas des experts en interne, donc tout ça demande beaucoup d'échanges de data. Et donc, il faut acculturer l'ensemble de nos partenaires pour qu'ils puissent échanger avec nous de façon très régulière pour que les données remontent. Pour vous donner un petit exemple, sur les 22 property managers que l'on a en Europe, on a des remontées quotidiennes. Toutes les nuits, on a des fichiers, on a 11 fichiers qui nous remontent, qui nous permettent d'avoir à J+1 la situation de nos locataires. C'est voilà, une décision que je pourrais développer tout à l'heure si ça vous intéresse, mais qui a été longuement mûrie. Et donc ça, c'est le deuxième niveau, selon nos partenaires. Et puis après, on a un troisième niveau qui sont les données. Alors, les données libres, les données en accès, les sites extérieurs. Et là, le groupe a mis en place une data factory en interne en se disant qu'au niveau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il y a des besoins qui se recoupent. Et donc, il valait mieux qu'on centralise l'ensemble de ce métier, parce que c'est un vrai métier d'aller chercher la donnée, au sein d'une data factory qui se trouve de mémoire à Nantes, je crois. Et donc, on lui soumet des besoins et lui va chercher, alors se connecte à l'ADEME, se connecte à l'INSEE, se connecte sur plein de plateformes suivant nos besoins et met à disposition de l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel pour qu'on puisse les exploiter. Ok, c'est assez unique. Je n'avais pas trop entendu parler dans notre groupe. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, Jérôme Kiefer, je vous passe la parole. Donc, toujours dans cet objectif d'en profiter pour se présenter, et en enchaînant tout de suite sur la réponse à une première question. Comme ça, on va vite et bien. Hein. Moi, j'ai compris dans le métier de com que finalement, vous étiez à la fois producteur et utilisateur de data au service des expertises que vous délivrez, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Exactement ça. Com, en fait, est une structure qui est née au sein du Crédit Agricole, qui est une filiale du Crédit Agricole, qui a 3-4 ans maintenant d'existence, qui s'est recentrée sur une activité, une seule, qui est l'expertise immobilière, avec une logique assez particulière qui consiste à dépoussiérer, on va dire, les anciennes pratiques des experts immobiliers. Et tout ça à l'aune de la digitalisation d'une part et également d'un certain nombre de risques aujourd'hui qui sont prégnants et sur lesquels un certain nombre d'institutionnels, je pense entre autres à la BCE d'une part, mais également à des problématiques qui touchent l'ensemble de la France, qui sont les risques climatiques. Sachant que le risque climatique a un effet aggravant sur les risques qui existent déjà dans l'environnement et sur un bien donné, et qu'en fonction de l'évolution de ces climats et des orientations qui sont suivies, des scénarios du GIEC, on peut avoir un impact de vieillissement plus ou moins rapide sur des constructions. Et tout ça a évidemment un impact sur la valeur du bien. Donc, mon job au sein de Com, alors ça, évidemment, on sert en premier le groupe Crédit Agricole, puisqu'on est la filière ou la filiale d'expertise immobilière du Crédit Agricole, accrédité, avec toutes les belles accréditations qui vont bien, donc avec le respect de toutes les normes internationales qui vont bien. Et donc, mon job, c'est de piloter tout ça, de piloter toute la réalisation des expertises, que ce soit pour le compte du groupe agricole, Crédit Agricole, ou bien pour le compte de nos clients externes qui sont des foncières, des SCI, des professionnels et aussi des particuliers, et que ça soit sur tout type d'actifs, que ce soit du résidentiel, tertiaire et commerce. Voilà. Et donc, pour revenir à la question qui était, rappelle-moi la question. Que tu es finalement à la fois client data utilisateur et producteur. C'est-à-dire que finalement, moi, je vois dans ton titre risque et immobilier. Tout à fait. Et j'imagine, dans ma petite tête de consultant, que grosso modo, tu récupères de la data chez les fournisseurs et que tu la transformes dans une data qui permet d'environnementer le risque. Parce que peut-être que la data que tu récupères, au départ, elle n'est pas prévue pour ça. Alors, souvent, la data, en effet, n'est pas prévue pour ça. Elle est souvent structurée chez les différents prestataires selon une certaine logique, qui n'est pas forcément la logique qu'on souhaite restituer
ou du moins la plus intelligente à restituer. Donc notre job, c'est de la rendre intelligible. Ça veut dire analyser de la data, en effet, avec ces problématiques de qualité, fraîcheur, exhaustivité, et à côté, et ensuite de la transformer pour la rendre intelligible. Pour la rendre intelligible à la fois pour les acteurs du Crédit Agricole qui, eux, utilisent des outils pour faire de l'évaluation au quotidien, et également dans le cadre de nos expertises, parce que pour mener à bien une expertise, c'est-à-dire vous dire tout sur le bien sans que vous l'ayez jamais demandé, vous dire tout sur le bien, ça veut dire croiser une quantité d'informations. Donc, à ce titre, on est utilisateur. Et également restituer une quantité d'informations. Et à ce titre, on est producteur. Donc, notre job, c'est de transformer de la data brute, telle qu'elle nous apparaît, selon des périmètres différents, selon des logiques et des algorithmes différents, et de vérifier finalement chez nos prestataires finalement, celui qui se rapproche le plus de la valeur dans une condition donnée. Il y a des fournisseurs de données qui sont beaucoup plus performants sur un type de bien, puis d'autres sur un autre type de bien, sur une localisation, etc. Donc ça, c'est un peu le boulot, sachant qu'il n'y a pas de la data partout et pas de qualité équivalente. Autant sur le résidentiel, on est assez fourni, exception faite d'Alsace et de Moselle, pour des raisons historiques. DVF vous expliquera pourquoi, certainement. Oui, je sais. Mais sur le tertiaire ou le commerce, par exemple, la data, elle est moins riche, elle est moins actualisée et elle est moins évidente à traiter. Très bien. On y reviendra au fur et à mesure qu'on avance dans notre discussion. Et donc finalement, maintenant je me retrouve vers William. Ouais, allô. Bonjour. Bonjour William. Ça va William? Ça va très bien. Cool. Et donc toi, pur prestataire. Donc là, on en a au moins un qui est... Donc Noomiu, Ouais. c'est une société de data intelligence pour l'immobilier résidentiel. Donc on a vocation à fournir des prix, des loyers, des indicateurs financiers, des estimations des DPE les plus fiables et les plus pertinents. On travaille principalement, on travaille que avec des gens qui ont un intérêt à la fiabilité de la donnée. Donc ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des promoteurs immobiliers ou des investisseurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Swiss Life qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux pour cette conférence. Swiss Life, donc toutes ces premières personnes que j'ai citées qui ont une réelle expérience dans la donnée, parce qu'ils sont sur le terrain, ils font des choix, et qui nous ont beaucoup aidés justement à améliorer la qualité de nos algorithmes, justement parce que ils savent ce qui se passe sur le terrain, ils l'analysent. Et on travaille aussi avec des assureurs et des établissements bancaires sur des problématiques qui sont beaucoup plus industrielles. Et notre parti pris, ça a été d'investir massivement en fait dans la recherche et dans l'intelligence artificielle. Donc, on a un partenariat avec l'école polytechnique, avec le laboratoire de l'école polytechnique. Et l'objectif, justement, c'est d'arriver à modéliser la donnée dans toute sa richesse par rapport à un marché immobilier qui est relativement complexe et chaque bien est unique. Donc, c'est ça qu'on fait pour répondre à la question sur la donnée. Donc nous, on a une équipe data qui est relativement costaud. On a une toute petite équipe, on est 20 personnes, mais j'ai 17 personnes qui travaillent uniquement sur la donnée, 10 ans d'expérience en moyenne, un tiers de PhD. Et toutes ces personnes-là sont divisées, on va dire, en 3 équipes. Donc il y a une équipe qui s'occupe d'articuler la data, donc c'est tout ce qu'on appelle data engineering. Il y a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est machine learning et une dernière équipe qui est dédiée à tout ce qui est deep learning. Voilà. Ah ouais, donc tout ça, 18 sur 20 17, scientifique. je me suis trompé. Ouais, non, à 17. Donc, en fait, approche scientifique de la data, je comprends, mais tu arrives quand même à connecter avec les métiers? Comment ça fonctionne, ça? Alors justement, c'est l'intérêt, c'est que nous ne sommes pas sur le terrain, nous n'avons pas le côté opérationnel. Et donc pour donner quelques exemples, on va travailler avec des asset managers, avec des gens qui font de la vente ou qui commercialisent ou qui font de l'acquisition. Et donc on va essayer de modéliser, de comprendre leurs problématiques de façon très précise pour leur apporter les indicateurs qui vont les aider à prendre une décision. Donc pour un investisseur immobilier, par exemple, ça va être l'acquisition d'un portefeuille. On peut faire référence à Vesta ici, puisqu'on est chez Swiss Life.
Donc chez Swiss Life, on les avait aidés en phase de due deal à valoriser le portefeuille, à calculer le potentiel de réversion, à regarder la profondeur de marché, la rotation sur le parc existant. Bah voilà, vous avez 15% de vacances, mais si le marché a 25% de vacances, bah en fait, c'est plutôt une bonne donnée. Donc c'est tous ces éléments en fait un petit peu métiers qu'ils vont nous transmettre, que nous on va modéliser. Si on arrive à les industrialiser, ben, c'est une donnée qu'ils auront de facto avec nous. Voilà, donc le but, c'est vraiment de répondre au plus proche du besoin de nos utilisateurs et derrière, bah, vous avez une personne qui va utiliser notre donnée pour prendre une décision. Donc tu rebondis sur l'usage finalement. Exactement. Ah, ok. Donc le métier, il est chez tes clients. Le métier est chez mes clients. Ok, Voilà. cool. Super. Bah, du coup, ça nous permet de clore le premier volet. Vous voyez, on est arrivé, on est bon, hein. Et d'attaquer le cœur du sujet, c'est-à-dire de s'attaquer à la data connectée à l'analyse du risque immobilier. Et donc, le premier sujet, c'est de comprendre c'est quoi les risques immobiliers, hein, c'est quoi les familles de risques sur lesquelles on a besoin de se documenter et pourquoi faire finalement, hein, pour dire quoi. Et donc, pour ça, il faut commencer par poser la question aux utilisateurs eux-mêmes, hein, on va commencer par Martin, par exemple. Donc, c'est vraiment répondre à cette question de dire, finalement, dans le métier du bailleur, enfin, du bailleur élargi, hein, bah oui, pardon, hein, parce que tu n'es pas que bailleur. C'est quoi les classes de risque, finalement, qui sont celles qui te... si je peux les hiérarchiser en disant la plus importante, c'est celle-là, et puis j'en ai d'autres qui sont aussi importantes, mais moins, qu'on comprenne un peu comment tu nuances. C'est quoi les classes, mais comment tu les nuances, comment tu les positionnes et à quel moment. Alors nous, enfin, les classes de données, ça va être surtout en fonction de notre cycle de gestion. Et donc, en fonction du cycle de gestion, le premier, c'est l'investissement et le développement. Et donc, où on construit un immeuble et qu'est-ce qu'on construit comme type d'offre. Là, c'est de la donnée et de la data. Et on avait des chargés d'études qui passaient des heures carrées à essayer de faire des notes de contexte au-delà de la simulation. Et donc, notre cher collègue à côté nous fournit maintenant une note d'investissement qui nous donne un certain nombre de critères pour choisir l'endroit et si on y va ou on n'y va pas. Que ça soit autant attractivité locale, que ça soit contexte immobilier local, que ça soit contexte économique local. Tout ça nous est fourni en saisissant uniquement une adresse. Donc ça, c'est la première chose avec de la data extérieure. Mais après, dans la gestion au quotidien, nous, la data, c'est un problème d'arbitrage de moyens, hein. Alors, les bailleurs sont soumis à faire un plan stratégique du patrimoine tous les 3 ans. Nous, l'avantage, c'est qu'on le fait tous les ans. Donc, il y a la partie développement, mais il y a la partie réhabilitation. La partie réhabilitation qui est importante pour nous, et en particulier dans le cadre de la rénovation énergétique à l'heure actuelle. Savoir quels sont nos composants, savoir quels sont nos équipements sur chacun de nos immeubles, et de savoir un peu quelle est la durée de vie, c'est hyper important dans la planification de ces travaux et donc de ces dépenses, du résultat de la société. Donc là, pareil, c'est encore une fiabilité de la data au niveau technique du bâtiment. Ce que je m'aperçois aussi aujourd'hui, et dans l'interconnexion pour faire reprendre le point d'avant, c'est que aujourd'hui, je vous ai dit que dans notre CRM sur les sollicitations, on avait 200 000 sollicitations. Alors, en fait, quand on analyse ces data, encore une fois, on s'aperçoit que les sollicitations, c'est à peu près toujours les mêmes sujets. Et que sur un bâtiment donné, d'avoir une quantité un peu anormale de réclamations sur tel ou tel sujet, peut permettre d'amender les plans de réhabilitation ou de rénovation, parce qu'on a des composants qui vont avoir une obsolescence beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu prévoir dans l'obsolescence programmée de tel composant, c'est 25 ans, tel machin, etc. Et que finalement, la donnée qui était utilisée uniquement par la satisfaction client et par le métier pour est-ce qu'on a bien répondu aux clients, etc., elle sert aussi pour la gestion du patrimoine.
Ok. Donc là, moi, je vois deux grandes familles de risques finalement. Le risque de localisation, les risques intrinsèques. Donc tous les risques de gestion. Peut-être un peu le risque locatif aussi, si je comprends bien. Qui Alors, sont le risque intrinsèques. locatif, par essence, nous, on le suit en Mm, permanence. mm, Euh, donc, oui, bien évidemment, mais globalement, la data, elle est de qualité puisque c'est de l'encaissement, C'est donné interne, quoi. c'est de la donnée interne et celle-là est particulièrement suivie puisque c'est notre marge de manœuvre, elle est là. En fait, les deux marges de manœuvre que l'on a, c'est le taux de vacances Mm. et puis le taux de recouvrement. Bon, ben, donc on a déjà des familles de risques. On voit comment on les documente chez un bailleur social. Eric, tu as les mêmes ou tu les hiérarchises de la même manière ou c'est un peu différent? Alors, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que nous, on n'est pas sur le ou le très long terme, on est plutôt sur du moyen terme. Donc, les risques, on les évalue en fonction. Euh, on a au niveau de l'acquisition à peu près les mêmes demandes, sauf que là, moi, j'appelle pas ça un risque, c'est plutôt de définir quelles sont les opportunités d'investissement Mm. et de trouver les bons investissements pour nous. Donc ça dépend aussi des investisseurs qui sont derrière nous, qui nous ont confié des fonds, parce que chacun a sa stratégie, donc il faut répondre à la stratégie de l'investisseur. Donc là, il faut beaucoup de data, et effectivement, on retrouve à peu près les mêmes sur les opportunités. On est sorti un peu de emplacement, on va quand même beaucoup plus loin sur, y compris la partie technique des bâtiments, les capacités de transformation par la suite, enfin, etc. On a beaucoup d'éléments là-dessus. En tout cas, on essaie d'en avoir beaucoup. Risque locatif, oui. Alors nous, c'est plutôt, comme on est dans le tertiaire, c'est plutôt les départs locataires. Comment anticiper le départ d'un locataire par rapport à ses dates de break, par rapport au nombre de personnes qui sont dans l'immeuble, par rapport à l'évolution en humaine de notre locataire. Est-ce qu'il est plutôt en phase ascendante, en temps de recruter, en temps plutôt de licencier, de regrouper? L'effet Covid a fait que beaucoup de critères sont tombés à l'eau et on a beaucoup plus aveugle en ce moment de savoir quelle est la stratégie de chacun des locataires. Donc c'est très bien parce que ça oblige nos assets à ne pas se tourner vers l'IA, mais plutôt l'IH et d'aller voir en tant qu'humain, aller rencontrer ces locataires pour essayer de discuter avec eux, essayer de combiner leurs besoins avec nos offres. Donc ça, c'est très important. Le risque locatif, oui, en termes d'impayés, oui. Bon, là, après, il y a des bases de données qui existent sur nos locataires tertiaires qui permettent de croiser, de pouvoir mettre des notes sur des fonds complets. On ne sait pas quelle société va déposer le bilan, mais on sait qu'il y a des pourcentages de risque, donc du coup, on peut les manœuvrer comme ça. Et puis après, des datas qui nous permettent de vendre au bon moment. Quand est-ce qu'on arbitre un immeuble? C'est souvent très frustrant pour nos assets. C'est une fois qu'ils ont fait les travaux nécessaires, qu'ils ont rempli l'immeuble, là on leur dit bah maintenant on va le vendre, parce que c'est là où on peut le vendre le plus cher. Et donc ils ont fait beaucoup de travail, ils ne peuvent pas en profiter. Mais ça, c'est le métier de l'asset qui est comme ça. Et sur la partie ESG, données environnementales, risques climatiques, est-ce que là, puisque Alors, Martin nous en pas parlé, ouais, hein, sur la partie ESG, nous on est précurseur sur cette partie-là, parce qu'on travaille dessus depuis, on a un laboratoire à Londres, enfin, donc on est très précurseur sur cette partie-là. Pas toujours facile à vendre pour nos associés. Sur NSCPI, donc c'est un des véhicules que l'on gère, on a 120 000 associés, personnes physiques, à les défendre le fait qu'on achète plus cher ou qu'on est moins rentable que d'autres parce qu'on investit sur le long terme, c'est pas toujours facile à défendre, mais c'est notre ADN. Pour les investisseurs institutionnels, bah, ça dépend de leur stratégie. Certains qui sont très férus de Crème, d'autres de Cresby, d'autres choses. Chacun a ses méthodes. Il faut pouvoir du coup s'adapter. C'est aussi ça la data, c'est de pouvoir s'adapter à la demande de nos investisseurs pour pouvoir leur produire les projections qu'ils le souhaitent. ben donc du coup, sur cette dernière classe, Jérôme, toi, c'est quand même le cœur de ce que tu fais. C'est vraiment intéressant, notamment pour le Crédit Agricole, pour la banque. Hein, je suppose qu'il y a des obligations de restitution, il y a qui en fait quasiment normalise le type d'information et Oui. et le risque que vous devez analyser pour eux. Tout à fait, oui. Là-dessus, le régulateur, qui est la Banque centrale européenne, impose un certain nombre de choses aux banques, notamment pour s'assurer que leurs fonds propres sont suffisants pour couvrir l'ensemble des engagements qu'ils réalisent.
Donc ça veut dire les prêts immobiliers et autres. Donc le taux de couverture doit être suffisant. Et ce taux de couverture contraint les banques à inscrire l'évaluation de leurs actifs, mais j'aurais même tendance à dire, dans certains cas de figure, l'expertise de leurs actifs. Donc le montant, et ce n'est pas forcément le montant de transaction dont on parle, c'est le montant que l'expert évalue, l'évaluation que fait l'expert d'un bien au regard de l'ensemble de caractéristiques. Donc ça, c'est des engagements de responsabilité très forts. Et nous, comme on est expert immobilier accrédité, quand on signe une expertise, on engage notre responsabilité personnelle. Et on a des assurances personnelles, chaque expert a une assurance personnelle à ce sujet-là. Ça veut dire que tout ce qui peut modifier la valeur d'un bien ou conduire à ne pas encadrer convenablement la valeur d'un bien est un risque. Alors, par exemple, donne-nous des risques climatiques qui peuvent influer de manière significative la valeur d'un bien. Alors, les risques, ça serait le troisième, celui-là. Puisque c'est la dernière, Oui, c'est les tout à derniers fait. à la mode. Mais on inverse, on part de ceux-là et On puis on va- parle des autres après. D'accord. Le risque climatique, c'est justement ce qui va donner une dimension dynamique à la valeur d'un bien. Il est clair qu'un bien qui se trouve dans une zone qui, à cause du trait de côte, du retrait du trait de côte, va se retrouver immergé par l'océan Atlantique, eh ben, ça présente un risque évident. Et du coup, on n'évalue pas le bien de la même façon. Hein, on l'évalue avec une date de fin et on l'évalue comme si c'était une location pour estimer quelle va être la valeur du bien, du moins le reste de valeur du bien. On va dire ça comme ça. Et là-dessus, la BCE est très claire. Il leur faut le risque physique, c'est-à-dire quelle est la part de perte possible de l'actif suite à la survenue d'un risque climatique. Ça, c'est la définition du risque physique. Et le risque de transition, c'est-à-dire quelle doit être la part de financement que je dois réaliser dans l'actif pour contrecarrer le risque climatique. Donc, aller à l'encontre du risque physique. Et ça, c'est pas facile à évaluer parce qu'aujourd'hui, autant on a des scénarios du GIEC qui nous donnent des précisions sur plus 1 degré, tant de précipitations supplémentaires en moyenne par an, le nombre de jours de canicule, etc. Donc, tout ce qui a un impact sur les inondations, donc par débordement de crues, de cours d'eau, par remontée de nappe, les risques de chaleur extrême, hein, qui conduisent soit à des sécheresses, soit à des phénomènes de feux de forêt. Et puis, tout ce qui touche, par exemple, s'il pleut et qu'il fait chaud, tout ce qui touche au glissement de terrain derrière, puisqu'on est sur des sols argileux. Donc, retrait et gonflement de sol argileux, le changement climatique, ça aide pas beaucoup. Les tempêtes, les constructions qui ont été faites jusqu'à pas longtemps ont été faites dans des conditions qui ne tenaient pas compte de ces évolutions climatiques. Donc, elles sont moins aptes à vieillir ou à bien vieillir comme elles l'étaient avant. Donc ça, c'est tenir compte de tout ça. Et évidemment, ça a un impact sur la valeur à terme. Et nous, on doit l'intégrer dès maintenant. Ok, donc ça, j'ai compris. Et donc, si on peut faire un rewind et parler des deux autres risques, mais alors très vite, parce qu'après, il faut que je parle avec William. D'accord. On vous laisse après, il n'y a pas de souci. Le deuxième risque, c'est le risque qui est lié à l'actif lui-même, à son état, à sa situation. C'est celui qui est le plus facile encore à maîtriser, puisque on va le visiter, on va vérifier ses installations, on va considérer quel est le sol, la nature du sol, les conditions des soubassements, etc. Ça, c'est facile à déterminer. Et d'ailleurs, on rapproche cette situation du risque climatique et du risque physique. Et le premier, c'est tout ce qui est difficile justement à maîtriser. C'est tout l'environnement, mais pas l'environnement au sens environnemental, hein, l'environnement autour du bien. Est-ce que je suis sur une zone qui est dynamique d'un point de vue immobilier? Qu'est-ce qui fait qu'une zone est dynamique d'un point de vue immobilier? Quel est son niveau de gentrification? Est-ce qu'on a plutôt des résidences? Est-ce qu'on a plutôt beaucoup de population? Est-ce qu'on a des logements sociaux? Est-ce que, etc. Tout ce qui fait que
un secteur, aussi petit soit-il, attire beaucoup, est très attractif au regard d'autres secteurs qui le sont nettement moins, voire nettement, nettement, nettement moins. Voilà. Ça, c'est un Le vrai fait, le risque. fait d'avoir du logement social, c'est un point positif, on est d'accord. Dans certains cas, ça peut être un point positif, bien évidemment, Ah, je on peux mettre, l'espère tous. je peux mettre d'embarras. Non, non, mais c'est rigolo comment les Souvent, choses sont appréciées. souvent, quand une proximité Mm. d'un groupe de logements sociaux, d'un ensemble immobilier de logements sociaux, peut être un élément qui est plutôt rédhibitoire. Aïe, comme quoi, hein, il y a encore du progrès à faire. Alors, écoute, William, euh, toi, tu as une approche, on va dire, de tous ces indicateurs qui doivent documenter le risque. Hein, en fait, la même donnée ne veut pas dire la même chose. En fait, il y a la donnée apparente et puis on peut l'interpréter de manière différente en fonction des sujets. C'est un peu ça, entre guillemets, qui te préoccupe et qui préoccupe tes clients, je crois. Alors nous, on répond de façon, on va dire, on essaie de répondre de façon la plus précise possible à leurs problématiques, comme je l'indiquais tout à l'heure. Pour rebondir sur l'interprétabilité de manière un petit peu plus large, si on prend par exemple l'exemple d'un portefeuille de 10 000 lignes de crédit ou 10 000 logements ou 100 000 lignes de logements, c'est une problématique industrielle où notre solution est parfaitement adaptée. On va dire que si vous demandez à un expert de faire 10 000 expertises ou 100 000 expertises, il ne va pas avoir physiquement le temps de regarder tous les dossiers, donc c'est simplement pas possible. Si vous demandez à un agrégateur de données une régression linéaire avec 10 à 15 paramètres, le résultat ne va pas être bon. Il y a d'ailleurs une étude qui avait été faite sur ces régressions linéaires en indiquant en comparant au Miu, en disant que finalement, nous, avec nos 3 critères, donc l'adresse, la surface et la typologie, on avait une fiabilité qui était égale ou légèrement supérieure à ce type d'indicateur où il faut remplir 10 à 15 paramètres au-delà du risque opérationnel. Et donc, on répond parfaitement à ces questions industrielles. Et alors, la question de l'interprétabilité, elle vient, comme tu indiquais, Laurent. Et en fait, en IA, il y a 3 paramètres qui constituent l'interprétabilité. Il y a la simplicité de l'algorithme, ensuite il y a la stabilité de l'algorithme, et ensuite il y a sa prédictabilité. Aujourd'hui, on va dire, les experts en IA s'accordent sur le fait que plus c'est simple et plus donc c'est compréhensible, moins c'est fiable. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre quelque chose que les gens comprennent très très bien et quelque chose qui est extrêmement performant. Pour prendre l'exemple de l'immobilier, une régression linéaire, c'est le niveau 0 de l'intelligence artificielle. Les liens entre les variables, c'est pas linéaire. Donc, il va falloir avoir des modèles plus complexes pour arriver à avoir quelque chose qui répond à cette fiabilité. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, nous, on a vocation juste à fournir l'information. Et derrière, l'opérateur, en sachant comment ça a été fait, parce qu'il y a plein de problèmes de gouvernance des modèles qui vont derrière, sur la façon dont c'est fait, de choix qui sont faits par rapport aux modélisations, qui permettent justement de répondre à leurs problématiques. Et c'est ça où l'intelligence artificielle va répondre à la complexité de la donnée et non pas l'uniformisation de la donnée. C'est-à-dire que quand on a des paramètres qui sont toujours les mêmes, la donnée elle est uniforme. Or, le marché immobilier, il est assez complexe, la donnée elle est assez riche. Et donc, l'IA, forcément, elle va répondre à ce besoin de façon, on va dire, moyen-long terme, beaucoup mieux, mais surtout de façon industrielle. Très bien. Donc, du coup, ça introduit le sujet de l'IA. Et donc, tu vois, ça fait marrer Martin. C'est tellement bien bonné cette conférence. Ah, dans- C'est le côté industriel, moi, j'ai pas le droit de parler de ça. ouais, mais justement, c'est intéressant de voir où en est le prestataire dans ce qu'il peut faire pour vous. Et vous, entre guillemets, c'est quoi votre usage aujourd'hui de l'IA et ce que vous aimeriez en faire éventuellement dans un second temps? Alors, l'IA, aujourd'hui, c'est totalement nouveau. Donc, tout le monde en parle, c'est génial. Au niveau du groupe, on a enclenché une démarche sur l'IA depuis 3 mois, 4 mois, déjà pour acculturer sur ce que c'est. Et puis, il y a 2 projets. Il y a un projet plutôt utilisateur, où on va, alors nous on est avec, pas faire de pub, mais avec Copilot. Donc on a demandé des volontaires pour identifier des cas d'usage autour de l'IA. Et puis par ailleurs, de mon côté, en tant que directeur de la transformation,
Je regarde plus exactement les IA qui ont été transformées, qui pourraient être directement applicables sur notre métier. Entre autres, et là je rejoins William quand il dit industrialisation, entre autres, par exemple, nous, on doit gérer plus de 100 000 attestations d'assurance. Et là, c'est un risque métier important. Est-ce que l'IA peut nous aider? Derrière, on fait en sorte que le locataire mette son attestation dans un espace locataire et on retrouve dans notre ERP, dans la chaîne contentieux, directement l'attestation et avec les bons process de relance qui vont bien. Donc, est-ce que l'IA peut nous aider? Il y a des contrôles qui ne sont pas faits aujourd'hui dans nos métiers. Alors dans la salle, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, mais le contrôle des fluides et de l'énergie, c'est des tiers de confiance. Quand il y a une facture de 1 000 € d'EDF, ben on paye 1 000 €, c'est normal. Et puis on s'amuse à faire des appels d'offres tous les 3 mois. Mais en fait, la réalité, c'est que l'application des tarifs, elle n'est pas réelle et personne dans l'organisation contrôle l'application de ces tarifs. On trouve des IA qui peuvent améliorer ce contrôle et, bizarrement, on retrouve des économies. Voilà. Donc, c'est un peu cette recherche au niveau de l'IA d'amélioration des process, d'amélioration, alors d'industrialisation, et pour permettre de gérer un risque qui est latent, mais dont on préfère mettre un petit tapis dessus, parce qu'on ne sait pas le traiter autrement, en fait. Et toi, Voilà. Eric, cette approche que tu peux avoir, cet usage actuel et, on va dire, souhaitable, ici en dessous, de nous projeter au moins à, je sais pas, à 12 ou 24 mois. On a une approche qui est assez classique, rien de très exceptionnel, si ce n'est qu'on est dans un groupe Crédit Mutuel qui nous met beaucoup de moyens, mais aussi beaucoup de contraintes, parce que du coup, les données doivent pas partir à l'extérieur, ça doit être de l'IA interne, c'est sur nos serveurs. Mais c'est quand même un groupe qui a une équipe en interne, alors Jean-Marie pourrait mieux en parler que moi, mais qui est assez importante, qui étudie ces éléments-là. Et nous, on divise souvent par 3, vous allez dire, je divise toujours par 3, mais c'est comme ça. On a ce qui est transverse à tous les métiers, les comptes rendus de réunion, les gestions des appels, on a 120 000 associés qui appellent, qui demandent des documents. Ça, ça concerne tous les métiers, c'est pas spécifique à l'immobilier. Et ça, si l'IA peut nous aider, il n'y a aucun problème, on ira. Après, on a des applications qui utilisent l'IA. Et là, c'est ce qui nous intéresse énormément. Nous, c'est plutôt, on ne vient pas nous vendre de l'IA. Enfin, quelqu'un qui vient me vendre de l'IA, il y a des chances que je ne l'écoute pas. Quelqu'un qui vient répondre à un problème et qui me dit, pour répondre à ce problème, je vous propose d'intégrer l'IA dans mon outil ou dans ma proposition. Là, déjà, je l'écoute, parce que ça veut dire qu'il connaît mon problème. Et donc, ou en tout cas, qu'il peut me donner des éléments différenciateurs. Donc, on travaille, nous, beaucoup sur l'énergie dans les immeubles. Savoir est-ce qu'on peut piloter, est-ce que l'IA peut piloter nos immeubles en termes de consommation énergétique, gérer la VMC, gérer le chauffage, gérer les habitudes des locataires, fermer 2 ascenseurs sur 3 le vendredi, parce que de toute façon, il n'y a personne, donc c'est pas très gênant. Voilà, donc ça, on y croit beaucoup. Après, on n'a pas un volume très important. Enfin, je vous disais, de 1900 immeubles, 6000 locataires, c'est pas des gros volumes, on n'a pas beaucoup de données. On se méfie aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'IA, avec un classement automatique de documents ou savoir est-ce que j'ai les attestations d'assurance sur tous mes locataires. Je pense que je peux le faire en COBOL aussi, c'est pas de l'IA, sauf qu'il sera beaucoup plus rapide. Mais pour moi, c'est pas vraiment de l'IA. Voilà. Par contre, on a fait pas mal de tests sur les documents, classement automatique des documents et ressortir des métadonnées. Classement automatique, on arrive à des taux de 70%, ce qui est déjà assez bluffant. Et on a essayé du chat GPT, pour l'immobilier. J'ai très peur de mettre de l'IA générative dans les mains de tout le monde, parce que suivant comment on pose la question, la réponse, elle peut être juste ou fausse. J'ai fait un test avec un collègue il n'y a pas très longtemps. Il a demandé combien j'ai à notre IA interne, combien j'ai de baux de plus de 5000 m². Ça lui a sorti un chiffre. Il avait juste oublié de préciser qu'il voulait des baux vivants. Donc, ça lui a sorti tous les baux qu'on avait depuis 40 ans dans notre base.
Mhm. Donc la question est très importante et ça s'apprend, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Ok. Bon, donc on est dans dans une démarche d'appropriation. Et puis j'ai noté que donc il y avait déjà, il faut déjà gérer le risque lié à l'IA, Oui. qu'elle soit interne, donc un nouveau risque, hein, et qu'on est plutôt aujourd'hui dans la gestion de sujets qui sont plutôt dans le domaine de l'intrinsèque. On n'est pas encore sur assez peu sur les autres sujets. Oui, Je- juste une remarque, Ouais. c'est que du coup, il faut beaucoup de données quand même pour arriver à faire marcher Ouais. l'IA et ça. Et que nous, on milite beaucoup depuis maintenant plus de 15 ans pour qu'on ait des standards d'échange entre les acteurs de l'immobilier, qu'on arrête de faire des développements spécifiques à chaque fois qu'on veut échanger avec quelqu'un. Donc, on l'a fait avec les experts, ou aujourd'hui, avec nos experts. Mon collègue Serge, quand il veut envoyer un fichier aux experts pour faire notre expertise semestrielle, il appuie sur un bouton, ça génère un fichier qui est compris par tous les experts et les experts renvoient ce même fichier avec les données d'expertise. Et ces échanges-là se font de façon tout à fait naturelle. Donc ça, on l'a fait au sein d'une association donc, collective avec d'autres acteurs qui s'appelle Fidji. Mais du coup, il faut standardiser les échanges si on n'y arrivera pas, sauf à développer des API partout, Ok. mais j'en suis moins sûr. Super. Merci Eric. Donc, il me reste 1 minute et j'ai 2 questions conclusives à poser. Donc une pour Jérôme et une pour William. Et il faut qu'on fasse ça en 1 minute. C'est chaud, hein. Et en fait, Jérôme, c'est pour que tu passes la balle à William. En fait, toi, la même manière dans ton métier d'expertise, tu sens qu'il y a un risque avec l'IA. L'IA te pose question, et puis et donc du coup, ça suscite un rêve pour toi. C'est ça, hein, je crois. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, oui, je me suis laissé dire par un de nos experts chez nous que l'IA pouvait avoir des hallucinations dans au moins 20% des cas où on lui pose une question, c'est-à-dire qu'il répond absolument n'importe quoi. Le deuxième risque qui est équivalent, c'est quand on lui pose toujours la même question, à la fin, il apprend tellement bien qu'il répond toujours ce que vous attendez qu'il réponde. Donc deuxième risque. Et en effet, mon rêve, comme Martin Luther King, c'est qu'il y ait une IA qui puisse contrôler les autres IA. Mais bon, je laisse la place du coup à William. Donc, William, est-ce que tu peux Alors rassurer tout le évidemment, monde? je ne suis pas du tout du même avis. Ouais. Et ça Mais, conclut, hein, ça conclut, hein. c'est pas un jugement. C'est-à-dire, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme les révolutions industrielles. C'est-à-dire que ben, elle est là, elle arrive, et puis ben, il va falloir l'embrasser. Et heureusement que ça fonctionne pas dans tous les cas. Voilà. Et heureusement que ça fonctionne pas dans tous les cas, et heureusement qu'il y a encore besoin de l'humain, parce que sans l'humain, de toute façon, ça n'existerait pas. Et la chose, je pense, la plus importante par rapport à l'IA, c'est, il y en a 2. La première, c'est de regarder, comment les modèles ont été créés, donc tous les systèmes de gouvernance, et ça, c'est extrêmement important, on n'y prête jamais suffisamment d'attention. Voilà, c'est un point fondamental. Et le deuxième, c'est de toujours contrôler. Voilà, quand vous posez une question, à une IA dont on ne citera pas le nom, et c'est toutes les mêmes, que vous demandez de rédiger un document juridique, vous allez avoir des articles de droit qui n'existent pas. Bon, bah, il faut vérifier. Voilà. Quand vous avez une intelligence artificielle, vous pouvez lui demander certains paramètres. Et maintenant, on le sait, on peut dire au chat, par exemple, de Mistral, ben, prends un petit peu plus de temps pour répondre, histoire de ne pas donner des choses fausses. Et tout ça, en fait, dans l'apprentissage que l'on a dans l'utilisation de cette intelligence artificielle, ben, moi, je pense, va nous aider à être beaucoup plus performants globalement. Mais heureusement que ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Et je pense que de toute façon, ça arrive et qu'il faut embrasser le changement. Et comme ça, bah, le changement, il sera comme on le veut et on ne le subira pas. Voilà. Ben voilà, merci.